Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Lancement du projet PASIPA dans lequel plus de 600 milliards de francs CFA seront éjectés pour révolutionner l'agriculture et renforcer la sécurité alimentaire. Une bonne nouvelle qui n'a pas laissé indifférent le président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger, M. Djibo Banyako. Je propose de suivre dans un extrait avant de retrouver l'intégralité en partie magazine de cette édition d'information. Les gens ne sont plus solidaires. Les gens chacun essaie de faire pour soi-même. Donc du coup, un État ou même une famille ne peut pas confier sa survie à quelqu'un. Comme on le dit, quand tu confies ton ventre à quelqu'un, tu deviens directement son esclave. Donc, et le coup d'État est venu confirmer ce que nous avons dit, parce qu'on a vu tout de suite qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'embargo. Tout de suite, les pays ont fermé leurs frontières et l'alimentation qui venait s'est stoppée. Même le médicament qui venait a été stoppé. Donc, ce qui nous donne raison à ce que les gens s'investissent à promouvoir le secteur rural au niveau national, régional et continental. Donc, pour nous, aujourd'hui, que les autorités aient tiré leçon de ce qui s'est passé, parce qu'avant d'aller à la signature, il y a eu d'abord un débat de haut niveau qui a été présidé par le ministre de l'Agriculture. Et vous avez vu comment le ministre de l'Agriculture a fait la trajectoire de la sécurité, parce qu'il l'a appelé la sécurité alimentaire au Niger, de 1960 à cette date. Et vous avez vu toutes les tentatives des dirigeants, que ce soit pendant l'indépendance, les années 90 et les années 2000, nous avons vu comment les gens ont conduit, comment ils se sont battus. Il y en a qui ont donné des résultats, il y en a qui n'ont pas donné des résultats. Et les raisons sont multiples. Le Niger est un pays sahélien, donc naturellement aujourd'hui on fait face à des crises liées au changement climatique. Voilà, rendez-vous en fin de cette édition d'information pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé Djibo Banya, président du conseil d'administration de la plateforme du Niger. À l'occasion de l'an 1 du CNSP au pouvoir, la rédaction de la radio et télévision Labari a initié des reportages sur le bilan de la première année de gestion du CNSP. Voyons dans ce reportage le bilan sur les droits humains et les libertés individuelles vues par les défenseurs des droits humains. Veiller au respect des instruments juridiques internationaux auxquels l'État du Niger est partie et conséquemment au respect des droits qui y sont contenus figure parmi les engagements pris par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au lendemain du 26 juillet 2023. Un an après l'heure et au bilan au niveau des défenseurs des droits humains. En termes de bilan, nous pensons que le bilan est plus ou moins mitigé. Pourquoi je l'ai dit, par exemple, à leur arrivée, même la question sécuritaire, l'environnement était vraiment sous forme de défis. L'environnement est formé des défis et ce qui fait qu'il y a en tout cas la crise sécuritaire, vous le savez, quand elle était ambiante, c'était le contexte du moment. Et qui dit crise sécuritaire aujourd'hui au Niger et même dans le Sahel, il y a un certain nombre de violations des droits humains. En tout cas, nous avons eu affaire à des déplacements massifs des populations. En tout cas, une sorte de crise humanitaire entre grippes, mais pas du fait de gouvernance, c'est pas pour les dédouaner. Ça, c'est un contexte ambiant. Vraiment, c'est des violations massives. On a vu même des atteintes à la vie humaine. Donc, on a vu des morts d'hommes et autres. Donc, ça, c'est du fait des groupes armés non étatiques. C'est pas du fait des pouvoirs, c'est pas pour les dédouaner. Maintenant, pour revenir à l'interne, au niveau même des droits des espaces, en tout cas l'espace civique, on a constaté qu'il y a un certain nombre de faits et gestes, un certain nombre d'actes juridiques et législatifs qui ont été posés par les pouvoirs en son temps pendant la période d'une année là, en tout cas qui peuvent être attentatoires en tout cas aux libertés fondamentales et aux droits humains. Et je fais allusion, le premier acte qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à l'acte l'ordonnance qui modifie la loi sur la cybercriminalité. En son article 31, nous pensons que là c'est vraiment un recul et nous attirons les pouvoirs publics pour revoir la copie. Après avoir fustigé les multiples abus aux droits humains les plus fondamentaux perpétrés par les groupes armés non étatiques sur les populations civiles et militaires, le secrétaire exécutif national du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE insiste sur la promotion des droits humains quel que soit le contexte.
Le respect des droits humains participe de la sécurisation de notre pays, participe en tout cas de la bonne marche de notre ou de la paix interne tout court. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut relever. Le troisième niveau, c'est dans la vie. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, on avait même eu à attirer l'attention des gardes sceaux, du ministre de la Justice en son temps. Il avait édicté pour dire une lettre circulaire pour interdire en tout cas les visites aux ONG internationales et même aux ONG nationales de défense des droits humains pour en tout cas pour une sorte de monitoring, de surveillance des droits humains en milieu carcéral. Nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même si par ailleurs vous voyez aujourd'hui le droit à la manifestation c'est pratiquement une réalité au Niger. C'est vrai, c'est de l'air du temps. Donc tout tient au contexte. En termes d'attente pour la suite de la transition, le Code a formulé des recommandations à l'intention du CNSP et du gouvernement. Notre vœu le plus cher, c'est que nous pouvons, il faut un dosage. Il faut qu'il y ait quelque part le respect des droits humains, qu'il y ait en tout cas pour la sécurité de l'autre côté et même la question de la quête de la souveraineté. C'est des choses qui vont de pair. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de nous disons que l'État ne doit pas à ce niveau, l'organe dirigeant ne doit pas mettre de côté les droits humains. Nous sommes là pour accompagner l'État, parce que c'est notre rôle. Nous sommes là pour accompagner l'État pour qu'il y ait une sorte d'embellie dans ces milieux-ci. Il ne faut pas qu'on pense que les droits humains est en veilleuse parce que c'est un régime militaire. La force doit rester à la loi. Aujourd'hui, pourquoi pas, même pas en termes de perspective. Notre vie, il faut voir au Mali. Nous sommes dans les cas de l'Est, au Mali, au Burkina, il y a l'observateur des droits humains. Pourquoi ne pas le faire au Niger pour que nous puissions travailler à la surveillance, pour que les droits humains, pour que ce baromètre-là puisse être bien suivi. La question de la promotion et la protection des droits humains est une responsabilité partagée. Il appartient à chaque acteur de jouer sa partition pour le respect de la dignité humaine et la conquête de notre souveraineté. Du sport dans cette édition d'information, coup d'envoi cet après-midi au stade municipal de Niamey d'un tournoi U15 et U17 dénommé Coupe de la Fraternité de l'AEJF. Ce tournoi est organisé par l'association des entraîneurs de jeunes de football qui œuvre pour la promotion du football à la base. Fidèle à sa tradition, l'association des entraîneurs de jeunes de football initie chaque année un tournoi destiné aux catégories inférieures. À cet effet, un tournoi U15 et U17 a été lancé ce vendredi 2 août 2024 au stade municipal de Niamey. Notre objectif, c'est la promotion et le développement du football pour accompagner vraiment l'instance dirigeante de notre football. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est vraiment donner de la compétition à ces jeunes durant leur carrière. Nous préparons les jeunes de demain pour servir le football nigérien. Je pense que, je vous dis que depuis 1990, avec les compétitions de l'association des entraîneurs de jeunes, à chaque fois, notre pays n'a pas manqué d'avoir des jeunes qui ont valablement servi notre football, tant en club qu'en équipe nationale. Nous avons deux catégories engagées dans cette compétition, c'est les U15 et les U17. Vous savez que chez les jeunes, c'est surtout ici que se fait vraiment la formation proprement dite. Là, les U15 sont vraiment en formation et que les U17 sont en perfectionnement. Donc, ils sont juste là pour avoir de la compétition. Donc, on a vraiment choisi ces deux catégories vraiment pour les booster à aller alimenter les équipes premières de leur club. Chez les U17, nous avons déjà, il y a 12 équipes réparties en deux poules. Donc, on a des équipes de chaque niveau, c'est-à-dire de la Super League à la Ligue nationale et la Ligue régionale. Et quelques académies qui ont bien voulu accepter vraiment de participer à la compétition. Présent à la cérémonie officielle d'ouverture du tournoi, l'ancien international du MENA Mohamed Chikoto a prodigué des conseils aux jeunes joueurs. La vie d'un footballeur, ce n'est pas si facile. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord persévérer, travailler et l'hygiène de vie, ne pas oublier ce côté. C'est très important dans la vie d'un footballeur. Peu avant le coup d'envoi de cette compétition, une minute de silence a été observée à la mémoire d'un grand supporter national, Feu Idi, décédé récemment. Que son âme repose en paix. Amen.
Je l'annonçais, nous en venons à la partie magazine de cette édition d'information. Elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé le président du conseil d'administration de la plateforme du Niger, M. Djibo Bagna. Un entretien axé au lancement du projet PASIPA, dans lequel plus de 600 milliards de francs CFA seront éjectés pour révolutionner l'agriculture et renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays. Mesdames, Messieurs, très bonne réception. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Les leçons que nous tirons de cette initiative, c'est que le combat que la plateforme a toujours mené, le combat qui consistait à ce que nos pays, comme le Niger, un pays sahélien, devraient mettre comme priorité la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, il y a une grande nuance. La grande nuance, c'est qu'à travers la sécurité alimentaire, on peut atteindre la sécurité alimentaire à travers les importations des produits venant d'autres pays ou d'autres continents. Et ça, nous avons constaté les limites. Les limites n'ont pas été constatées seulement à partir du 26 juillet, mais on a toujours attiré, quand vous regardez toutes les crises qui se sont succédées, les années 2007, les années 2008 et 2010 ont donné des signaux, ont alerté pour dire que nous ne pouvons pas continuer à se fier au niveau de l'approvisionnement, que ce soit au niveau même de la sous-région, même au niveau international. Parce que de plus en plus, les gens ne sont plus solidaires. Les gens chacun essaie de faire pour soi-même. Donc du coup, un État ou même une famille ne peut pas confier sa survie à quelqu'un. Comme on le dit, quand tu confies ton ventre à quelqu'un, tu deviens directement son esclave. Donc, et les coups d'État est venu confirmer ce que nous avons dit, parce qu'on a vu tout de suite qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'embargo. Tout de suite, les pays ont fermé leurs frontières et l'alimentation qui venait s'est stoppée. Même le médicament qui venait a été stoppé. Donc, ce qui nous donne raison à ce que les gens s'investissent à promouvoir le secteur rural au niveau national, régional et continental. Donc, pour nous, aujourd'hui, que les autorités aient tiré leçon de ce qui s'est passé, parce qu'avant d'aller à la signature, il y a eu d'abord un débat de haut niveau qui a été présidé par le ministre de l'Agriculture. Et vous avez vu comment le ministre de l'Agriculture a fait la trajectoire de la sécurité, parce qu'il l'a appelé la sécurité alimentaire au Niger, de 1960 à cette date. Et vous avez vu toutes les tentatives des dirigeants, que ce soit pendant l'indépendance, les années 90 et les années 2000, nous avons vu comment les gens ont conduit, comment ils se sont battus. Il y en a qui ont donné des résultats, il y en a qui n'ont pas donné des résultats. Et les raisons sont multiples. Le Niger est un pays sahélien, donc naturellement aujourd'hui on fait face à des crises liées au changement climatique. Donc naturellement, nous devrons penser à quel type de politique agricole élaborer pour qu'on soit conforme à la période actuelle. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus nous battre sur les semences qui avaient besoin de 4 mois de pluie. Nous ne pouvons plus nous fier à notre sol qui avait dans le temps la fertilité nécessaire pour produire. Nous ne pouvons plus nous fier à la pluie qui venait avec 4 mois de pluie. Donc toutes ces questions-là méritent d'être revues. Et c'est pour cela que la notion de modernisation de l'agriculture et de l'élevage s'impose. Donc c'est pour cela que, en tout cas, nous avons salué d'abord le débat de haut niveau, le ministre a expliqué, il a été complété par le secrétaire exécutif du SILS qui est allé au-delà du Niger pour montrer la sous-région, en quoi la sous-région doit nécessairement revoir sa manière de faire. Ils ont été complétés par le ministre en charge des Finances, le ministre délégué des Finances, qui a confirmé et qui a montré en quoi la dépendance financière joue sur le développement du secteur rural. Et on a été surpris d'ailleurs que le directeur des opérations de la Banque mondiale soit aussi en adéquation avec les organisations du producteur, avec notre gouvernement, pour dire que oui,
notre secteur rural a besoin d'être accompagné, mais être accompagné dans le long terme. Ça, c'est le premier élément qu'il faut tirer. Le deuxième élément, c'est l'accord qu'il y a eu. Vous avez vu, l'accord, c'est sur 12 ans. Alors qu'avant, la plupart des accords qu'on avait, c'est des accords de 3 ans. Alors, le secteur agricole ne raisonne pas à 3 ans, raisonne en plusieurs années. Si vous voulez avoir des résultats au niveau du secteur agricole, c'est sur le long terme. Donc, les financements vont être accordés sur 12 ans, mais en des séquences de 3 ans, 3 ans. Ce que nous saluons, c'est que ce sont ces séquences-là, parce que ces séquences permettent de constater les évolutions. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Ou qu'est-ce qu'il faut améliorer? Donc ça, c'est un premier. Le deuxième, c'est la gouvernance. Vous avez vu, le Premier ministre a été très clair. Il a dit, le président attache du prix à ce qu'on puisse assurer cette question de souveraineté alimentaire. Il dit qu'il va y veiller lui-même. Il a donné des instructions très fermes à son ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage. Le Premier ministre a dit, moi-même j'y veille. Et vous avez entendu ce que le ministre de l'Agriculture même a dit. Il dit, on m'a donné un cahier de charge, je suis tenu de le respecter. Et le cahier de charge n'est autre que d'augmenter la production, transformer, aller vers la commercialisation pour créer l'emploi. Alors, une fois que ça c'est fait, le bailleur de fonds vient en arrière pour dire oui, j'accepte pour une première fois de donner un montant d'environ 600 milliards à un pays, puisqu'avant il donnait ça à des groupes de pays, à un pays pour que effectivement le Niger puisse attaquer cette question-là à long terme. Et bon, comme ça engage tout le monde, le ministre est même allé plus loin pour dire que nous demandons à ce que la société civile et tous les acteurs puissent au besoin contrôler, veiller, s'assurer que ce que nous avons signé, c'est ça qui est en train d'être déroulé. Je suis satisfait qu'il y a une prise de conscience collective que la souveraineté alimentaire est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Deuxième élément, je suis confiant de la manière dont on est en train de conduire maintenant la négociation avec les partenaires. Ça me satisfait parce que les gens négocient dans le long terme et c'est le pays qui s'assume. Parce que le directeur, le vice-président de la Banque mondiale a dit « Nous venons pour accompagner le Niger ». Alors que dans le temps, on élabore un projet, on vient, on dit au pays « Voilà ce qu'on vous propose ». Et que cette fois-ci, c'est eux qui rentrent dans ce que le Niger veut faire. Ça aussi, en tout cas, ça me satisfait. L'autre élément, c'est la gouvernance. On a dit chaque acteur va jouer son rôle. Et ça, c'est déterminant. Si on dit chaque acteur va jouer, à la fin, on va faire le point pour voir qui a fait, qui n'a pas fait, qui a bien joué ou qui n'a pas joué, qui a fauté. Et pour qu'on sanctionne celui qui a fauté. Donc ça aussi, c'est une autre satisfaction. Maintenant, ce que je demande, c'est que dire quelque chose est une chose, réaliser ça, c'est une autre chose. Et le Niger est un pays très fort en élaboration de documents, mais au niveau de l'expérimentation, on est faible. Donc j'attire l'attention des autorités dans le choix des hommes qui vont conduire ce projet pour qu'il n'y ait pas de choix partisans, qu'il y ait vraiment des choix des hommes capables de conduire ce projet et de mettre en place des mécanismes, pas des mécanismes qui vont nous permettre de ne pas accéder au financement. Parce que quand ils vont mettre des procédures trop longues, donc on va passer 3 ans en train de traîner sur des papiers. On connaît déjà comment on pilote les projets. Les gens ont tout testé, ils connaissent. C'est de mettre une équipe légère et impliquer les services techniques, puisqu'on n'a pas besoin de mettre un autre ministère encore. Non, c'est juste une équipe légère qu'il faut mettre sous la supervision maintenant des ministères concernés, avec l'implication des différents acteurs. Et je pense qu'on est parti. Moi, je suis confiant parce que d'abord, quand vous observez l'engagement, quand vous observez les dires des gens, quand on a tenu le panel de haut niveau, les gens se sont regardés les yeux dans les yeux. Chacun a dit ce qu'il pense. Chacun a dit ce qu'il pense puisse permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Bon, puisqu'on s'est tous engagés et chacun sait ce qui nous attend. Donc moi, à mon avis, c'est ce que nous disons, c'est respecter le cahier de charge de chaque acteur et maintenant mettre en place un mécanisme de suivi. Parce que je peux avoir confiance en toi, mais cela ne m'empêche pas d'aller vérifier ce que tu m'as dit. Et c'est d'ailleurs l'avantage de mettre tous les acteurs en compétition. Parce que ça permet de voir à quel
quel niveau on a des difficultés. Parce qu'une fois qu'on règle les difficultés là, vous allez voir le résultat va être en tout cas visible. Donc le résultat c'est quoi? C'est faire en sorte que effectivement les producteurs, les petits producteurs, les exploitants familiaux puissent accéder à ces ressources là et vous allez voir le résultat. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, au passage même pourquoi pas le domaine de la pêche, parce que c'est le développement rural d'une manière générale. Donc comment faire en sorte qu'on puisse garantir les questions foncières, la mobilisation des eaux, la fertilisation des sols, c'est-à-dire les questions d'intrants. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le prix des engrais tourne autour de 30-35 000. Ce qui n'est pas à la portée des producteurs. L'alimentation du bétail, il faut le prendre aussi en considération parce qu'aujourd'hui, l'élevage ne peut plus être comme l'élevage qu'on avait où ils partent en transhumance. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on sait avec l'insécurité, les éleveurs ne peuvent plus aller là où ils pouvaient aller. Donc, commencer aussi à produire pour nourrir nos animaux. Et on peut aussi transformer ces produits pour faire aliment bétail. Donc, nous pouvons sur toute la chaîne travailler. Et en travaillant sur toute cette chaîne-là, on va non seulement donner de l'emploi à la jeunesse, donner de l'emploi aux femmes, donner de l'emploi aux entreprises, aux transporteurs. Donc, vous voyez, c'est toute l'économie qui va bouger. Et vous allez voir, les communes vont bouger. Et vous allez voir, l'économie va tourner et le pays va décoller.